Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. L'Europe ou la Russie, c'est l'heure du choix pour l'Arménie. Erevan voudrait se rapprocher de l'Union européenne et s'émanciper de Moscou, mais cela pourrait avoir des conséquences. Avec nous pour en parler, Tigran Egavian, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste, spécialiste du Caucase notamment, auteur du livre Escales arméniennes chez Éric Bonnier Éditions. Avec nous également Tornike Gordadze, bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Politologue, enseignant à Sciences Po Paris, ancien ministre géorgien en charge de l'intégration européenne et euro-atlantique de la Géorgie. On commence donc évidemment avec ce sommet qui semble sceller le rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne. Ça se passe à Erevan, c'est le tout premier sommet du genre. Le Premier ministre Nicole Pachinian reçoit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le président du Conseil européen Antonio Costa avec les dirigeants des 27, notamment Emmanuel Macron que l'on va voir. Est-ce que ça marque, Tigran Egavian, une nouvelle étape clairement ? Oui, effectivement, c'est une étape importante qui s'inscrit dans la décision de l'Arménie de pivoter vers l'Europe, étant donné que, comme vous le savez, il y a une friction majeure avec la Russie, qu'on accuse d'avoir lâché l'Arménie à l'époque de la guerre du Haut-Karabakh, de l'agression de l'Azerbaïdjan. Mais la grande question, c'est est-ce que ce sommet n'est pas aussi et surtout un enjeu de politique intérieure en Arménie, étant donné que nous avons des élections législatives le 7 juin et que Nicole Pachinian, Premier ministre, donc, joue sa réélection et se veut conforté par ces quarantaines de dirigeants de l'Union européenne qui le soutiennent dans sa politique pro-européenne. L'autre question, c'est jusqu'où il peut tester la Russie, sachant que la Russie est obsédée par cette question de l'intégration, pour l'instant hypothétique, puisque l'Arménie n'a toujours pas déposé formellement sa demande de candidature. Le Parlement arménien a voté, par contre, une demande ratifiée par le président. Donc la question, c'est jusqu'où peuvent aller les Arméniens, sachant que les marges de manœuvre sont très très délicates. Des marges de manœuvre réduites. L'Arménie, pays historiquement lié à la Russie, ex-république soviétique, évidemment. Alors vous le signalez, c'était en mars 2025, une loi lançant le processus d'adhésion à l'Union européenne. Ça nourrit donc ce débat sur cet ancrage européen. Est-ce qu'on assiste à un tournant avec ce sommet d'Erevan ? Ce sommet accompagne la décision politique qui est un petit peu antérieure, qui date de cette guerre, de cette deuxième guerre de Karabakh et quand l'Arménie a vu que l'alliance avec la Russie ne lui avait pas apporté grand-chose. Il faut rappeler que pendant plus de 30 ans, l'Arménie avait sacrifié un peu de sa souveraineté pour des questions de sécurité. Alors, comme vous insistez tous les deux, c'est important ce que vous nous dites là pour qu'on comprenne bien. Il y a une base militaire russe, pas très loin, qui était censée permettre justement à des soldats de se déployer en cas d'attaque de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, qu'on appelle aussi Nagorno-Karabakh. En fait, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une base militaire russe à Gyumri, qui est la plus grande base militaire russe deuxième du pays. Voilà, à l'extérieur de la Russie. 80 000 soldats. En fait, les accords, l'Arménie fait partie également d'une organisation de sécurité collective qui a été créée par la Russie. D'accord. Et donc, il y a un traité qui suppose une alliance. La Russie n'a pas bougé. La Russie n'a pas bougé en prétendant que le Haut-Karabakh n'était pas couvert par le traité, c'était seulement le territoire de la République d'Arménie. Mais on sait très bien que l'Arménie, en tout cas, entendait, et si j'ai parlé des sacrifices concédés pendant plus de 30 ans, c'était que l'Arménie comptait beaucoup sur le soutien de la Russie. La Russie a obtenu beaucoup de choses sur le plan géopolitique, mais aussi économique de la part de l'Arménie pendant ces années. Elle contrôle encore aujourd'hui des sites économiques stratégiques en Arménie, comme le chemin de fer, l'électricité, la centrale nucléaire, etc. Et le gaz aussi, l'approvisionnement en gaz notamment. Alors ce gaz qui est vendu 4 fois moins cher que sur le prix du marché, donc c'est aussi un levier majeur que la Russie détient. Que les Russes n'hésitent pas à rappeler, comme l'a fait le président Poutine, et aussi le lendemain le vice-premier ministre russe qui a dit que si l'Arménie décidait de se rapprocher davantage de l'Union européenne, il ne pourrait plus bénéficier de ces prix moins chers que les prix du marché. Alors, il y a aussi des liens très forts et historiques entre la France et l'Arménie. J'aimerais qu'on regarde Emmanuel Macron qui s'est recueilli ce matin devant le mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915. Il est ensuite allé à Gyumri, ville martyre du tremblement de terre de 1988. Et Emmanuel Macron qui déclare que
En fait, c'est le partenariat le plus naturel pour l'Arménie, l'Europe, vrai ou faux, objectivement? Alors oui et non. Alors, les peuples arméniens se sentent très européens, hein, comme le peuple géorgien. Je dirais, font partie culturellement de l'Europe, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les mentalités évoluent, sachant que la société est très très clivée. Une grande partie souhaite rejoindre la famille européenne, mais il faut raison garder parce que l'Europe aujourd'hui n'est pas en mesure d'apporter des garanties suffisantes pour assurer la sécurité énergétique, la sécurité économique, agroalimentaire de cet État qui est hyper enclavé, qui a une frontière avec la Géorgie, mais les autres frontières sont fermées. La Turquie impose toujours un blocus depuis 1993, elle est voisine de l'Iran, et le partenariat stratégique que propose la France à l'Arménie, il est certes louable, mais on est très 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 loin de ce que la France fait pour l'Ukraine, hein. Il faut quand même voir les choses en face. Toujours est-il que c'est quand même très positif que la France revienne dans le Caucase du Sud comme puissance d'équilibre, sachant que la France n'a toujours pas digéré le fait que les Turcs, les Azerbaïdjanais, les Russes se soient mis d'accord pour l'écarter de la coprésidence de ce fameux groupe de Minsk à l'époque du conflit du Haut-Karabakh. La France coparrainait en fait les négociations. Il faut bien comprendre, vous nous l'avez dit, hein, Tigrane Gavian, on va regarder la carte d'ailleurs que l'on a préparée, mais vous nous l'avez déjà décrite cette carte avec un pays vraiment enclavé, avec la Turquie, un pays avec lequel la frontière est fermée. L'idée pour l'Arménie, c'est quoi? C'est de développer le maximum de partenariats, de connexions terrestres et l'Europe, pour ça, ça paraît tout naturel? L'idée, c'est que, vu la géographie, l'Arménie est vraiment située dans ce couloir géographique entre l'Europe et l'Asie, sachant que l'Iran est désormais fermé, la Russie est fermée à cause des sanctions. La majeure partie du commerce, des flux de l'Europe vers l'Asie et vers la Chine passe désormais par ce couloir qu'on appelle le Middle Corridor, qui est donc le Caucase du Sud et l'Asie centrale. Donc l'Arménie pourrait, puisque maintenant la guerre est terminée avec l'Azerbaïdjan et on assiste à une normalisation avec la Turquie et bientôt, espérons-le, on aura un traité de paix avec l'Azerbaïdjan. L'Arménie pourrait s'inscrire dans ce couloir et bénéficier de ça et de se donner en quelque sorte une fonction aussi pour que le monde entier s'intéresse davantage à l'Arménie et ça va augmenter aussi sa sécurité. Une dernière chose, la comparaison par rapport à l'Ukraine. Oui, évidemment, il ne s'agit pas des mêmes sommes et de même type d'investissement français, mais l'Ukraine, ça concerne directement notre sécurité beaucoup plus que l'Arménie, il faut le dire. Et je ne comparerai pas les deux cas quand même. C'est très bien que la France s'intéresse, que l'Union européenne s'intéresse. Ça augmente la visibilité de l'Arménie et je pense que ça va favoriser la paix dans la région. Et on voit combien c'est une région stratégique. On a vu l'Iran aussi sur la carte. L'Iran qui soutenait l'Arménie, plutôt je parle sous votre contrôle par rapport à l'Azerbaïdjan. Israël qui soutient l'Azerbaïdjan, qui a une base. Israël en Azerbaïdjan. Alors Israël a des bases en Azerbaïdjan secrètes, clandestines, puisque l'Azerbaïdjan, c'est le balcon qui donne sur l'Iran, donc c'est l'arrière-cour des services de renseignement israéliens. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que l'Arménie est vraiment la victime de la géopolitique des empires. C'est-à-dire que vous avez un axe néo-ottoman et impérial russe qui considère que on est soit vassal, soit ennemi, et l'Arménie a été sacrifiée sur cet axe, ce rapprochement entre la Turquie et la Russie, cette coopération compétitive. Et Israël sacrifie, je dirais, l'éthique, le soutien à l'Arménie, peuple génocidé comme le peuple juif, sur l'autel d'un partenariat géostratégique qui compte beaucoup avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui vend 30% de son pétrole que consomme Israël, et en échange Israël qui livre des drones, qui livre du matériel militaire qui a pu faire la différence lors de la guerre des 44 jours. La Russie surveille de très très près ce sommet, on imagine, à commencer par Vladimir Poutine. Quelles mesures de rétorsion? Vous avez évoqué les questions énergétiques, mais il y a ces élections législatives. Tornike Gordadze, vous êtes né en Géorgie. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la géorgienne avec, vous l'avez dit déjà, un pays polarisé et avec une ingérence politique de Moscou en Arménie? L'ingérence russe, elle est avérée. Elle est avérée depuis des années via donc, les trolls, les médias, les relais politiques. Oui, bien sûr, j'ai bien dit Tigrane Kevain, pardon, me dire à l'oreille, je me suis tombé dans... Vous êtes né en Géorgie, j'ai bien dit Tornike Gordadze. Allez-y, pardon. Excusez-moi. Oui, enfin, je dirais qu'il y a une polarisation excessive, il y a une chasse aux sorcières contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un opposant. Mais le problème, c'est qu'on a aussi une forme de macartisme intellectuel, c'est-à-dire que il y a une dérive liberticide dans ce gouvernement pro-occidental de Pachinian. L'actuel chef de l'opposition, qui est soutenu par le Kremlin, est embastillé.
mais il y a aussi d'autres opposants qui critiquent un petit peu la dérive aujourd'hui en Arménie. Ce que vous nous dites, c'est que le camp pro-européen, qu'on présente souvent comme pro-démocrate, n'est pas forcément... C'est-à-dire qu'il y a quand même des atteintes, ça a été validé par des observateurs internationaux, aux droits publics fondamentaux, aux libertés publiques fondamentales, mais le souci, c'est que moi, je crains qu'il y ait une polarisation qui déstabilise en interne cette société arménienne qui est extrêmement fragilisée par la défaite de la guerre d'Azerbaïdjan, qui a beaucoup souffert et qui dénonce un petit peu, enfin les opposants dénoncent la pratique populiste de M. Pachinian, mais l'opposition elle-même, elle est très divisée, très fragmentée, elle n'a pas d'offre politique crédible aussi à proposer comme alternance. Elle n'a pas de plan B, elle n'a pas de plan de paix. Ouais. Donc on est aujourd'hui dans un climat assez délétère, j'avoue, et il faudrait espérer que les Européens soient assez responsables pour ne pas souffler davantage sur les braises de cette jeune démocratie arménienne qui se débat par rapport à des enjeux géopolitiques colossaux. Tornike Gordadze, comparaison est-elle raison, Géorgie-Arménie? En tout cas, les Européens et le gouvernement arménien a bien pris des leçons de l'expérience géorgienne. On a un milliardaire parachuté de Russie comme en Géorgie. En Géorgie, on a laissé gagner ce milliardaire. En Arménie, comme l'a dit mon collègue, Pachinian n'a pas pris ce risque. Il est embastillé. Moi, je comprends très bien l'inquiétude de mes amis arméniens. Je suis allé 3 fois en Arménie depuis 6 mois. Mais ce sont des élections géopolitiques aujourd'hui. Si Pachinian perd, gagne forcément l'opposition qui est en très grande majorité liée à la Russie. Il y a une opposition non pro-russe, mais qui est malheureusement très peu forte. On ne sait pas si elle arrivera même à franchir le seuil pour entrer au Parlement. Aujourd'hui, voilà, le choix, c'est entre Pachinian, qui fait tout pour montrer qu'il veut se rapprocher de l'Occident, de l'Union européenne, et l'opposition, qui est soutenue par la Russie, qui est composée de différentes forces. Il y a aussi l'ancien président arménien, Robert Kocharyan, qui, pour beaucoup d'Arméniens, est quand même relativement toxique, parce que c'est sous sa présidence que l'Arménie est devenue très dépendante de la Russie. Sa présidence est également entachée de graves problèmes de corruption, etc. Donc, il n'y a pas véritablement une alternative démocratique pro-européenne à Pachinian qui comprend très bien et qui utilise aussi politiquement... Et qui est là depuis longtemps aussi, quand même, on ne l'a pas dit, Nicole Pachinian. 2018, il est arrivé en 2018 au pouvoir. 8 ans. Ouais, donc au terme d'une révolution de velours. Celles et ceux qui nous regardent, et d'ailleurs la question me vient comme ça à l'esprit, mais vraiment spontanément, naïvement, pourquoi faudrait-il choisir, à chaque fois qu'on parle de ces pays du monde, du Caucase, pourquoi faudrait-il choisir entre la Russie et l'Europe ? Parce que parfois c'est ça qui met le faux poudre parfois. Commencer par l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Ouais. Les relations avec la Russie, enfin tous les pays qui bordent la Russie essayent de s'en détacher ou d'assouplir la pression russe, à part... Parce que historiquement, et depuis l'éclatement même de l'Union soviétique, les seules relations que les pays voisins de la Russie peuvent avoir, c'est des relations de vassalité. De dominant à dominé. Ouais, dominant à dominé. Il n'y a pas de... Vous savez, la Russie a créé un certain nombre d'organisations qui réunissent plusieurs pays autour. Chaque fois, ce n'est pas des organisations comparables à l'Union européenne ou même à l'OTAN. C'est des organisations où la Russie décide et les autres appliquent, s'inclinent. L'Arménie a bien vu ça pendant plus de 30 ans. La Biélorussie, aujourd'hui, vit totalement contrôlée. C'est quoi, le néo-soviétisme, le néo... Alors, oui, et puis il y a la question du dilemme sécurité-souveraineté. Ouais. Et ça a marché à l'époque des oligarques qui étaient au pouvoir. Ça ne marche plus aujourd'hui, donc se pose la question d'une nouvelle architecture de sécurité. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte les BRICS. Il y a des acteurs qui comptent aussi au Caucase. Je pense à l'Inde. L'Inde qui a une relation très proche pour l'Arménie. C'est le premier client d'armement indien, l'Arménie. Donc c'est pas la France qui va... Russie. Bien sûr, parce que déjà c'est moins cher que les armes françaises. Et l'Inde est une puissance d'équilibre qui peut aussi apporter, je dirais, une stabilisation. Donc je pense que l'Arménie aujourd'hui n'a pas les moyens d'être membre de l'Union européenne, et en plus, même les Européens le disent eux-mêmes, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On est dans une phase de préadhésion. La question, c'est quel va être le coût de cette adhésion de la part de la Russie, qui va bien sûr ne pas se laisser faire. Il y a le levier de la diaspora arménienne de Russie qui est important. J'allais y venir justement. Vous allez vous aussi beaucoup... C'était ma prochaine question. 1,5 million, dites-vous, d'Arméniens qui vivent en Russie. Absolument. Quel est leur rapport à l'Arménie ? Il est compliqué parce que politiquement, ils sont inféodés au Kremlin, mais c'est un poids économique et culturel aussi majeur. C'est aussi le premier poste budgétaire en termes de remise d'argent. C'est la première diaspora
intérieur qui fait vivre en fait un pays dont 30% vit encore en dessous du seuil de pauvreté. C'est un levier considérable. Vous avez des personnalités comme Margarita Simonian, qui est la patronne du holding Russia Today Sputnik, qui est vraiment la grande propagandiste du Kremlin et qui envoie des messages extrêmement méprisants vis-à-vis des autorités arméniennes. Et vous avez une intelligentsia arméno-russe qui devrait être écoutée aussi, parce qu'il y a dans cette diaspora toutes sortes de personnes qui peuvent contribuer. Le 6 juin. Alors justement, c'est la grande différence avec la Moldavie. Normalement, en Arménie, il faut résider en Arménie pour voter, ou il faut être en Arménie pour voter à ces élections. La diaspora, si elle fait le voyage le jour du vote, et on entend que la Russie va tout faire pour permettre à un certain nombre d'entre eux. Évidemment, c'est pas 1 million de personnes c'est pas envisageable qu'ils puissent rentrer le jour du vote en Arménie. Il y aura certainement peut-être quelques milliers. Ça serait un point aérien électoral. La même chose d'ailleurs pour les Arméniens qui vivent en Géorgie. Ça, c'est un peu plus facile à organiser parce que c'est juste, il suffit de traverser la frontière. Et on s'inquiète aussi à quel point cette communauté arménienne de Géorgie peut être également instrumentalisée. Pour revenir à l'influence russe, aujourd'hui, si Pachinian se sent un peu plus confiant et un peu plus à l'aise, c'est que la situation a quand même changé par rapport à 2012-2013, où l'autre président, Serge Sarkissian, a été obligé de renoncer à la signature de l'accord d'association, ou même en 2020-2021, lorsque l'Arménie avait perdu une première fois contre l'Azerbaïdjan et était dans une situation... L'accord d'association, il existe, hein, on l'a dit. Non, c'est pas exactement l'accord d'association. C'est quelque chose qui a remplacé l'accord d'association, qui est un petit peu plus souple et plus léger, parce que, évidemment, entre-temps, l'Arménie a été plus ou moins forcée d'adhérer à l'Union eurasiatique. Alors, messieurs, forcément, puisqu'on parlait de la diaspora arménienne, regardez la scène, c'était aujourd'hui même le président français Emmanuel Macron, j'en dis pas plus, vous allez forcément reconnaître. Dans les cafés voisins, Alors, j'exagère pas, mais Tigran et Gavin, vous avez des racines arméniennes. On a senti tout de suite l'émotion, pas forcément parce que c'est le président français qui chante, mais c'est un personnage, Charles Aznavour, marquant dans l'histoire entre les deux pays. Oui, parce que 100% arménien, 100% français. C'est la première fois que le chef de l'État aussi chante en public. Donc il y a beaucoup d'émotions dans avec Nicole Pachinian à la batterie, mais je crois qu'on ne le voyait pas à l'image. Oui, il est rocker à ses heures perdues. Mais il y a aussi... Et il a repris, bon, voilà. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on attend Macron comme un sauveur, avec son cheval blanc, mais il faut aussi pas oublier que c'est Emmanuel Macron qui avait soufflé à Prague en 2022 à l'oreille de Pachinian qu'il fallait quand même lâcher le Haut-Karabakh. Donc il y a ce problème du Haut-Karabakh qui est malheureusement pas réglé, 120 000 réfugiés, 23 otages, toujours, embastillés à Bakou. Et on attendait que des Ursula von der Leyen ou d'autres responsables européens demandent un geste à M. Aliyev, s'il veut une paix des braves, eh bien qu'il relâche ces otages qui sont toujours maintenus à Bakou. Voilà donc pour la position du président français. C'est un rappel qui méritait d'être dit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau, Torniquet Kordadze. Et merci à vous également, Tigran Yegavian.